Bienvenue dans cette vidéo consacrée au no-code. Alors pourquoi est-ce que nous, codeurs, devrions nous intéresser au no-code ou low-code? Tout simplement parce que ça peut être quelque chose qui, voilà, j'aime pas le terme, mais bon, utilisons-le, qui pourrait être disruptif, mais pas dans le sens où ça nous ferait disparaître, parce que ça c'est une vieille lune, qu'on entend régulièrement tous les 5 ans, tous les 10 ans, on nous dit qu'on va disparaître, on est toujours bien là et en bonne santé, merci. Mais en tout cas, il se passe quelque chose à ne pas négliger, tout comme avec les CMS il y a une quinzaine d'années, bon, il s'est passé quelque chose qui a eu de l'impact pour certains éditeurs ou pour certains freelances qui se sont retrouvés tout d'un coup à perdre des clients, ou en tout cas qui ont dû apprendre à servir de ces outils pour pouvoir produire plus rapidement des sites internet. Alors le no-code, bon, bah, vous pouvez trouver pas mal de sites qui en parlent, hein, des portails. Et je vais vous faire un petit démo pour vous montrer l'intérêt de la chose, pour vous montrer à quel point ça peut aller vite. Et une petite parenthèse, pour moi le no-code c'est un peu comme le serverless qu'on a fait croire avec le terme serverless, qu'il n'y avait plus de serveurs, alors qu'en fait c'était les serveurs qui changeaient de place, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit vos serveurs, eh bien vous utilisez les serveurs d'Amazon ou de Google ou de Netlify, enfin il y en a plein maintenant des fournisseurs finalement de temps de processeurs et de mémoire et autres. Avec le no-code, moi je le prends comme ça, je considère que c'est pas le fait qu'il y aura plus de code, c'est pour ça qu'on n'est pas menacé. Peut-être qu'on se retrouvera à travailler pour ce genre d'entreprise qui fournissent bien ces petits microservices, ou bien la GLU qui permet de les articuler. Mais voilà, c'est du no-code pour l'utilisateur, mais nous, ben, il faut bien que c'est pas le Saint-Esprit qui a programmé chacune de ces briques, de ces Lego qu'on peut ensuite assembler. Alors je vous montre en quoi ça consisterait, par exemple concrètement. Ça c'est très fréquent hein, pour les gens qui ont une boutique de e-commerce. Et il y a de plus en plus de magasins qui sont en train de couler à cause du Covid, hein, ils vont passer probablement au e-commerce, donc c'est pour ça que c'est pas négligeable de creuser ce genre de pistes. Regardez, on a ce qu'on appelle une landing page dans le langage du marketing. Donc voilà, l'objectif étant eh bien, de pouvoir se faire une mailing list à laquelle ensuite vous pourrez eh bien proposer vos produits, vos services et autres. Alors là, j'imaginais quelque chose de réaliste pour nous, hein, ce serait quelque chose qui vous proposerait une cheat sheet Angular. Alors là, j'ai utilisé l'outil Card, c'est un outil no-code également. Et vous pouvez voir qu'il ne fait pas que du statique, puisqu'il propose un formulaire, bon, j'ai utilisé qu'un seul champ hein, pour illustrer la chose, qui permet de recueillir l'email et de le recevoir. Bon, ensuite, quand vous le publiez avec ce disquette, hein, je trouve que c'est dommage d'utiliser une disquette, pour moi une disquette ça aurait été pour sauvegarder, mais bon. Eh bien, ça vous génère ce site. Et donc, allez, je me suis fait un petit email temporaire, j'espère qu'il est encore valable, je ne sais pas combien de temps il dure, et on va le rafraîchir pour en avoir un autre, tiens. Donc, maintenant, on va bénéficier d'un email. Voilà. Il me semblait que c'était le même. Ah bon, oui, c'est le même. Alors, on va demander, bon, je vais supprimer celui-là, pour qu'on parte bien à neuf. Eh bien, on va demander de recevoir eh bien, cette cheat sheet. Boum, recevoir maintenant, on poste. Donc c'est déjà, on n'est plus dans le statique, on est bien dans le dynamique, il y a un formulaire. Il a été capable de poster. Il a été capable de poster. Alors ce post, ça nous a posté à quel endroit? Eh bien si vous regardez cet outil de low-code, on peut voir, c'était sous mes yeux, eh bien il a envoyé vers ce Gmail. Hein. Donc dans ce Gmail arrive cet email. On vérifie. Bon, j'ai fait plusieurs tests hein, avant de lancer l'enregistrement. Alors, à quelle heure il est? 12h56. 12h56, il est bien là. Donc on voit bien que l'email est arrivé, donc sans qu'on ait eu à taper la moindre ligne de code. Ça c'est une première chose. Mais bon, quand on est programmeur, ce qu'on aime bien faire, c'est automatiser des tâches pénibles. Donc ce serait pénible de guetter votre mailbox pour ensuite récupérer l'email et envoyer la pièce, la cheat sheet en question. Eh bien c'est là qu'intervient un autre outil qui s'appelle Zapier et qui m'a permis également, sans taper une ligne de code, de sauvegarder, je l'appelais comme ça, un save new lead, donc une lead, hein, c'est ce que dans le terme marketing, quand vous envoyez votre email, vous devenez une lead, d'envoyer cet email vers Google Cheat Sheet. On regarde, et on voit bien que ça nous a ajouté une ligne dans cette page Excel. Donc j'ai créé un classeur, je fais rarement d'Excel, alors je sais pas si c'est le bon terme, bon, qui s'appelle New Leads, et il y a avec un onglet Content. Et on voit bien, hein, et ça sort pas d'un chapeau, que cet utilisateur a bien demandé un email. Alors c'est pas mal niveau automatisation, mais nous ce qu'on aimerait bien c'est pouvoir carrément envoyer à cet email eh bien, la cheat sheet en question. Et bien c'est là que j'ai créé de nouveau, sans une ligne de code, un autre zap, ça s'appelle un zap dans Zapier, c'est une petite fonction qu'on peut exécuter. Et pour nous, c'est une programmeur, c'est facile en fait. On peut dire qu'on peut demander à réagir à certains events à l'aide d'un certain event handler. Donc l'event que j'ai choisi d'écouter, c'est quand cette spreadsheet reçoit une nouvelle ligne. Hein.
Voilà. Bon, en fait, vous avez vu, entre-temps est apparue la deuxième demande que j'ai faite, celle-ci j'avais fait hors caméra, ce qui est apparu ligne 5. Ligne 6, eh bien, est apparu ce qu'on a fait ensemble devant la caméra. Eh bien, c'est-à-dire que maintenant, j'ai créé de nouveau, à l'aide d'un outil no-code, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle écoute l'ajout d'une nouvelle ligne dans notre spreadsheet, enfin, dans notre feuille Excel. Et quand quelque chose arrive, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça, c'est l'event. L'event handler lui dit, bah, envoyer un email à l'aide de Gmail. Et envoyer un email à qui? Eh bien, bon, je me suis un peu... je fais pas un laisser erreur pour trouver, mais bon, envoyer à cette personne-là. Cette personne, c'est pour ça que dans cette cellule, j'ai mis que l'adresse email de la personne. Pas quelque chose de verbeux, ça me permet de récupérer tout le body, de m'en servir pour envoyer à cette personne eh bien, une cheat sheet. Et si on regarde, si on retourne maintenant dans notre mail, voilà, j'ai mis sur pause parce que ça peut prendre quelques minutes. Hein. Ça, c'est pas gênant parce que de toute façon, c'est pas à vous de rester ensuite une minute ou deux devant votre email. Eh bien, on voit bien que est arrivé cet email, votre cheat sheet Angular est là, qu'elle comporte un lien vers une Dropbox, hein, je vous ai créé une Dropbox pour l'occasion, qui pointe vers une cheat sheet. Bon, pour l'instant, c'est pas une vraie cheat sheet, hein, j'ai juste mis en contenu, voilà, ce sera prochainement une vraie cheat sheet, mais quand même, sans avoir tapé la moindre ligne de code, vous vous rendez compte quand même qu'on a été capable de créer un formulaire. Donc on n'est plus dans le statique, on est bien dans le dynamique. Pour pouvoir recevoir une adresse email. Alors cette adresse email, hein, elle était arrivée ici, donc j'avais configuré le zap pour nous envoyer une adresse email, voilà, ici même, 12h56, dans cet email. Quand quelque chose arrive ici, il y a une autre fonction qui dépend de Zapier, qui nous récupère l'email, qui l'ajoute dans Excel, enfin je ne sais jamais comment ça s'appelle, avec Google Sheets. Donc, et ensuite on crée une autre fonctionnalité, toujours sans avoir tapé la moindre ligne de code, qui nous récupère cette adresse email pour lui envoyer ce qui a été promis, c'est-à-dire la cheat sheet qui est arrivée, donc ici même. Reconnaissez quand même que... Enfin, moi, ça m'a pas mal bluffé de voir que ça pouvait faire des choses. Parce que je m'étais dit, avec cette mode no-code, ouais, on est en train de nous repackager et nous remarketer. Dreamweaver ou FrontPage, pour ceux qui ont connu. Et bon, en fait, la promesse fallacieuse qui était vendue, en tout cas exagérée, ce serait que même votre secrétaire pourrait faire le site web de votre entreprise. Et à l'époque, on nous disait déjà, c'était il y a une vingtaine d'années, ah, ça y est, vous allez disparaître, les programmeurs vont finir au chômage. Bon. Mais en attendant, tous ces outils-là, bon, ils ont servi dans certains contextes. Donc, pour vraiment des applications complexes, on n'est pas menacé. Mais pour des petits clients qui veulent ne plus dépenser 400 € par jour à payer des freelances ou à payer un éditeur pour avoir leur site, eh bien, ça a quand même eu un impact. Et là, vous pouvez voir que ces outils d'automatisation, ça peut aller très loin. Je vous montre un deuxième exemple pour vous montrer vraiment le potentiel que ça a. Eh bien, je me suis créé cette fois-ci avec un autre outil no-code qui s'appelle Typeform. C'est un outil qui permet de créer des formulaires. Voilà, je suis sur le plan gratuit. Voilà, je l'ai appelé Hello Typeform. Vraiment pour que vous ayez une idée de ce qui se passe avec ce no-code. Voilà, j'ai créé un formulaire tout bête avec deux questions. Un qui demande quelle est votre adresse email et qui récupère l'adresse email. Et l'autre qui propose, qui demande ensuite, il y aura trois questions. Quel est le langage du web? Et ensuite, en troisième question, j'ai proposé un choix multiple qui vous permet de choisir parmi une de ces technologies. Enfin, une ou plusieurs, du reste. Eh bien, regardez ce qu'on peut faire. Donc, pareillement, on va le lancer. On va proposer, allez, de nouveau l'adresse email de... On peut copier? Oui, avec ça. C'est parti. On propose une adresse email que voici. Alors, quel langage du web? Bon, on va dire JavaScript. En plus, c'est vrai. Ok. Quelle techno voulez-vous veiller prochainement? Allez, on va dire... allez, Vue, Svelte et no code. On soumet. Et bien là, en fait... Donc vous avez vu déjà, de nouveau on a créé un formulaire, bon là comme c'est la version gratuite, hein, ils vous rajoutent toute cette pub, mais si pour eux-mêmes, c'est logique, si vous aviez pris la version payante, eh bien vous n'auriez pas cette pub. Alors là, donc apparemment le formulaire a été envoyé, et bien, vous pouvez voir maintenant, de nouveau en utilisant cette glue, hein, finalement, qui permet d'écouter un certain event et de réagir, comme dans la logique des events et event handlers qu'on connaît bien en programmation. Eh bien, j'ai créé un zap un peu plus compliqué qui fait que quand il y a une nouvelle entrée dans Typeform, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut envoyer un message dans Slack. Alors, est-ce qu'il y a bien eu un message dans Slack? Il est quelle heure? Il est 13h05. À 13h05, bon, 13h04, il me dit qu'il y a une nouvelle réponse au formulaire. C'est quand même puissant, parce que c'est-à-dire que si vous êtes commercial, vous faites cette appli pour un commercial, eh bien, il peut savoir qu'il y a un nouveau prospect qui a rempli un formulaire, par exemple. On peut voir que c'est bien l'adresse email, on la reconnaît de cet email temporaire, hein, la fax... 72088. Donc,
on est capable d'envoyer vers Slack donc cette intervention. Enfin, le fait qu'il y a eu non seulement que cette personne a répondu, mais en plus ce qu'elle a répondu. Donc elle souhaite faire de la veille sur Vue, Svelte et NoCode. C'est quand même costaud, mais c'est pas tout. Si vous suivez, ça peut donner un workflow assez évolué. Donc d'une part, bon, j'ai voulu insérer des choses dans Slack, et en plus, j'ai créé une carte dans Trello. On va dans nos tableaux. Eh bien, vous pouvez voir, dans Veille Techno, il y a une nouvelle techno à veiller, et on voit que c'est bien Vue, Svelte, NoCode. Franchement, c'est assez impressionnant, et tout ça sans avoir tapé une seule ligne de code. Et enfin, eh bien après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié si dans Airtable, là c'est encore un autre outil no-code, et bien dans cet outil no-code, c'est en fait un genre de base de données, mais bon, l'expression sous stéroïde est un peu trop souvent utilisée, mais là on peut le dire. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié si cet utilisateur il faisait partie des gens qui étaient dans cette table applicants. Donc, bon, c'est juste parce que j'avais cette base sous la main, parce que je jouais avec Airtable. Donc voilà. Et ensuite, on peut même mettre des conditions. Donc si cette personne a bien été trouvée dans la table, eh bien, on réagit d'une certaine façon. Sinon, donc on peut mettre une condition. Mais la condition, c'était est-ce que c'est un team member ou est-ce que ça l'est pas. Et ensuite, on rajoutait... ah, mais c'est bête, j'ai mis la condition après avoir inséré dans Trello. Bon, ce qui aurait été plus logique, c'est de mettre le Trello, de dire qu'on accepte d'insérer une nouvelle carte dans Trello si la personne est un team member. Donc, vous savez, ça équivaut à un... nous, de nouveau, comme on est programmeur, on voit bien que c'est un if-else, finalement, cette logique. Donc, vous avez vu quand même, c'est assez impressionnant quand même ce qu'on peut faire avec tous ces outils no-code. Sans avoir tapé une ligne de code, on peut faire des choses très dynamiques. On peut faire des sites qui permettent de recueillir des données, que ce soit simplement une adresse email ou, dans le cas de Typeform, va pouvoir récupérer des choses plus élaborées. Hein. Ça pourrait être un vrai formulaire qui permettrait de saisir des données plus complexes, hein, que ce soit, je crois, pour une agence immobilière, le projet immobilier de la personne, qu'est-ce qu'elle veut comme type de bien, quel budget elle a, etc. Enfin, vous voyez, ça peut aller assez loin. Et ensuite, dès que la personne a posté, bien, vous pouvez prévenir via Slack ou via Trello, à rajouter des tâches. Donc voilà pour ce qui est du no-code. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un gadget ou est-ce que ça peut faire plus de choses que ce que vous imaginiez a priori en entendant parler de ce no-code, ou si vous en aviez jamais entendu parler, dites-le aussi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir où vous en êtes à ce niveau-là, parce que moi je recevais régulièrement, via des personnes auxquelles je suis abonné via LinkedIn et via Twitter, et j'entendais de plus en plus parler de ce no-code, et je m'en fichais complètement, tout simplement, parce que je me disais, bon, ça c'est pour les paresseux qui n'ont pas envie d'apprendre à coder. Et là où ça a commencé à me titiller, c'est quand j'ai vu des développeurs qui savaient très bien programmer et qui sont penchés sur la chose. Alors pourquoi je considère que c'est pas une menace pour nous? En tout cas pas directement, qu'on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Parce que je considère que tous ces outils no-code, eh bien, ils sont en train d'un peu changer la donne. Pas pour les gens qui sont dans les grands comptes, c'est certain qu'un grand compte, il va pas s'amuser à utiliser ces outils tout simplement parce que ça lui coûtera plus cher que d'héberger lui-même ses services, et puis en plus, d'un point de vue, niveau sécurité, eh bien, vos données se retrouvent quand même ouvertes, partagées par ces différents services. Donc d'une part, ne pas faire l'autruche en se disant on s'en fiche de ce qui se passe à côté, nous on sait programmer, ça ne nous concerne pas, puisqu'on sait bien qu'il y a des prestations freelance notamment, eh bien, qui vont probablement pouvoir être récupérées par des gens qui ne savent pas programmer, mais qui pourront, à l'aide de ces outils et de cette glue fournie par Zapier, créer plusieurs microservices et les orchestrer à l'aide de Zapier. Mais nous, on a un avantage, c'est comme on sait programmer, on peut prendre en main ces outils plus rapidement, parce que comme je vous le disais, on est tout à fait dans une logique d'event et d'event handler, une logique à laquelle on est totalement habitué depuis des années. Et enfin, si vous regardez ces outils en ligne, alors en fait, on est dans quoi? Dans une base de données relationnelle. Ça, c'est pareil, les bases de données relationnelles, alors on sait comment s'en servir, on sait ce qu'il y a une table, on sait faire des jointures entre les tables. Là, c'est finalement, on a ce projet qui a... Voilà, normalement, je m'amuse à mettre des project leaders. Eh bien, pour un projet, là, on faisait une jointure finalement avec le project leader. Donc ça, ce leader, c'est une autre table. C'est une autre table qui est ici. Eh bien, ça, ces notions de jointure, on les connaît bien. Savoir faire du sort, ça aussi on sait le faire du fait de nos connaissances en base de données. Savoir faire du group by, on sait faire, ou faire des filters, on sait faire. Donc tout ça, ce sont des outils que vous prendrez en main facilement en tant que programmeur. Et enfin, l'autre atout, c'est que nous, c'est nous qui allons créer ces outils aussi no-code, parce que, comme je vous le disais en intro,
Quand on parlait de serverless, c'était un terme assez trompeur qui donnait l'impression qu'il n'y aurait plus de serveur, alors qu'en fait, vous dispensez votre client d'avoir son propre serveur ou de louer un serveur chez un hébergeur pour ensuite lui louer uniquement de la bande passante, du temps processeur, de la mémoire. Eh bien, il y a bien des serveurs, sauf que c'est plus les vôtres, sont ceux de prestataires externes, que ce soit Firebase, que ce soit Amazon Web Services, etc. Bah là, c'est la même chose. Le no-code, ça fera plus de boulot aussi pour nous, puisque ce sera nous qui aurons à créer ces outils de no-code que ensuite les gens pourront utiliser. Je vous remonte la chose, simplement en sélectionnant des choses. Et vous avez vu ensuite, bon, j'avais pris un template, puis de là, on customisait de manière très simple. En changeant, ici, recevoir maintenant, voilà, j'ai changé le champ texte. Ici, j'avais changé l'espacement, la largeur, etc. J'avais changé la couleur pour que ça corresponde aux couleurs de code concept. Bon, mais tout ça se fait aussi facilement qu'avec des CMS. Alors voilà pour le no-code, pour cette introduction au no-code, pour le dynamisme qu'il fournit, pour tous ces microservices que vous pouvez ensuite rattacher les uns aux autres, notamment avec Zapier, mais il y a d'autres outils, il y a IFTTT, c'est if, then that, je crois, c'est quelque chose comme ça, IFTTT. Il y en a plein d'autres en fait, après des orchestrateurs comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que le terme officiel, moi j'aime bien parler de glue, finalement ça permet de lier, ou d'orchestrateur, ça permet d'articuler ces différents services les uns avec les autres. Et voilà, le no-code, c'est quelque chose à surveiller. Simplement, pas dans la panique, parce que ça va pas rater avec l'effet déformant des réseaux sociaux et amplifiant. On va encore nous ressortir que ça y est, les programmeurs vont disparaître, vont être remplacés par les outils de no-code. Mais je pense que non, c'est peut-être pour nous une opportunité de pouvoir développer de nouvelles applications. Pourquoi pas de se créer des petits clones, comme je vous le disais, vous pouvez vous créer un petit clone de cet outil, de Card, vous pouvez vous créer un petit clone de Typeform, et pourquoi pas le proposer, si vous proposez des petites fonctionnalités en plus. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.